Alors, quelle est l'actualité de la pensée libérale néoclassique? Eh bien, le libéralisme, voire l'ultralibéralisme, domine aujourd'hui la pensée économique, hein, particulièrement chez les économistes anglo-saxons. Donc aujourd'hui, on est encore sur des théories où il faut limiter l'intervention de l'État. Ça aussi, voilà, je vous disais quels sont les points communs entre les classiques et les néoclassiques. Donc il y a l'idée du libéralisme, et l'idée sous-jacente à ce libéralisme, c'est qu'il faut absolument éviter l'intervention de l'État. Et donc ça, c'est des thèses qui sont encore extrêmement présentes. Et la lutte contre les déficits budgétaires, engagée partout dans les pays occidentaux, elle participe aussi à ce combat idéologique, parce que derrière, il y a bien, il faut que l'État dépense moins, il faut que l'État prélève moins, il faut que l'État intervienne moins. Et donc c'est un ressurgissement, si vous voulez, des idées fondamentales du libéralisme à l'occasion de cette crise de la dette en Europe et aux États-Unis aussi. En termes de politique économique, il réclame la réduction des prélèvements obligatoires, des impôts et des cotisations sociales et de la dépense publique. C'est vraiment très très actuel ça. Il réclame aussi la flexibilité sur le marché du travail, qu'on puisse, donc elle existe dans les pays anglo-saxons, elle n'existe pas chez nous, ou pas aussi développée, qu'on puisse embaucher et licencier dans la minute les individus, et pour eux, c'est ce qui permettrait le mieux de lutter contre le chômage. Je vous expliquerai en détail ces théories-là, parce que c'est intéressant, enfin, c'est contestable et en même temps très intéressant. C'est l'idée de la porte. Donc il n'y a qu'une porte sur le marché de l'emploi, elle fait rentrer les gens au chômage et elle les fait sortir. Si la porte est faiblement ouverte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas licencier les gens, la porte est faiblement ouverte, donc ils ont du mal à rentrer au chômage parce que les entreprises ont du mal à licencier. Eh bien, les gens ils ont du mal aussi à retrouver un emploi, parce que la porte est faiblement ouverte. Alors que si la porte est grande ouverte, vous pouvez licencier les gens très très facilement, eh bien, vous allez aussi pouvoir les recruter très très facilement. Donc, on peut contester l'idée, il n'empêche que l'idée est très intéressante. Donc, flexibilité sur le marché du travail. Et puis, ce que je n'ai pas noté, mais ce qu'il faudrait rajouter, c'est tellement une évidence que j'oublie même de le noter. Encore une fois, diminuer les réglementations de l'État. C'est un truc, c'est extrêmement important dans la pensée libérale. Et c'est vrai que quand on regarde l'état de la réglementation dans un pays comme le nôtre, mais on est aussi des spécialistes de réglementation. Quand vous regardez la réglementation fiscale, mais c'est vrai que c'est hallucinant, quoi. C'est un vrai trésor pour des générations de fiscalistes. Mais pour le reste, je ne sais pas si d'un point de vue de l'efficacité et de l'équité fiscale, je ne sais pas si le compte y est, quoi. Donc, les libéraux veulent un minimum de règles, et si possible, pas de règles du tout. Bien, alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, je vous dis pensée libérale, eh bien, il y a plusieurs sous-tendances dont vous entendrez parler souvent. L'école de Chicago, ce qu'on appelle aussi le monétarisme, avec un monsieur qui est mort il y a quelques années, un très très grand économiste, très très grand libéral devant Dieu, c'est clair, mais qui a fait avancer un petit peu le débat en sciences économiques, c'est Milton Friedman, et c'est Chicago Boys. Donc c'est des gens qui se sont installés notamment en ex-Europe de l'Est, quand ils sont passés du système communiste au système libéral, et ils ont essayé d'imposer l'ultralibéralisme dans les ex-pays de l'Est. Ça ne s'est pas toujours passé très très bien, mais il y a eu cette tentative-là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il pense Milton Friedman ? Il pense qu'il ne faut surtout pas... C'est un critique de la politique monétaire, donc d'une sorte d'intervention de l'État qui consiste à agir sur la monnaie. Donc il dit, voilà, il ne faut pas toucher dans la monnaie, il ne faut pas toucher à la monnaie par une politique volontariste, puisque finalement les conséquences vont être pires que le mal. Donc si on doit lutter contre l'inflation, eh bien, c'est les marchés qui vont lutter contre l'inflation tout seuls, et pas le pouvoir politique au moyen d'une politique monétaire. Donc c'est une manière aussi de critiquer les interventions de politique économique. Remise en cause de la politique monétaire mise en œuvre par l'État ou les banques centrales indépendantes.
Ensuite, on a l'école des choix publics, avec un auteur qui s'appelle James Buchanan. Tout ça, c'est des auteurs américains, bien sûr. Donc, il cherche à établir, Buchanan, une méthode de choix qui optimiserait l'efficacité des transferts sociaux. Les transferts sociaux, c'est les revenus les revenus de transfert que l'État donne aux plus démunis. Et donc, si il cherche à trouver une méthode pour optimiser l'efficacité de ces politiques, c'est que, pour lui, elles ne sont pas du tout efficaces. Hein, donc c'est aussi une manière de critiquer l'intervention sociale, cette fois-ci, de l'État, hein, du point de vue de la redistribution des revenus. L'école de l'économie de l'offre. Alors, l'école de l'économie de l'offre, elle est représentée par un économiste qui s'appelle Laffer, qui, vous connaissez certainement son slogan, Laffer, c'est « trop d'impôts, tue l'impôt ». Vous avez peut-être entendu ce slogan, avec une superbe courbe en cloche, qui montre que, au passer un certain taux d'imposition, eh ben, il y a moins d'impôts qui rentrent dans les caisses de l'État. Pourquoi ? Parce que les individus sont tellement dégoûtés de ce qu'on leur prend, que soit ils fraudent, en quelque sorte, soit ils s'abstiennent de tout effort productif. Parce qu'ils savent qu'on va leur prendre 60 ou 70% de leurs revenus. C'était une théorie qui fait rêver au beau pays des États-Unis d'Amérique, puisqu'il faut savoir que à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le prélèvement maximum d'impôt sur le revenu aux États-Unis, entre 45 et 50, je ne sais plus jusqu'à quelle date exacte, mais dans cette période-là, c'est 90%. C'est-à-dire que les gens qui ont le plus fort revenu se font prendre par l'État aux États-Unis. Vous imaginez, le pays le plus libéral de la Terre. L'État leur prend 90% de leurs revenus. D'accord ? Ça fait quand même rêver quand nous, on fixe un bouclier fiscal à 50% du revenu. Tout impôt confondu. Allez, on dit déjà, c'est énorme. Aux États-Unis, le pays le plus libéral de la Terre, le taux d'imposition maximum, marginal maximum, a été de 90% pendant un certain nombre d'années, pour rétablir la justice sociale. Donc, en tous les cas, l'affaire montre que plus on essaye de prendre d'impôts aux gens, et moins il y a d'impôts qui rentrent réellement dans les caisses de l'État. Donc, il faut faire autrement sur la politique économique, plutôt que d'agir sur la demande, puisque si on prélève des impôts aux agents économiques, c'est pour les dépenser. Donc c'est pour stimuler la demande. C'est une politique très très keynésienne. Donc il dit, puisque l'impôt devient insupportable, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il ne faut pas agir sur la demande, il faut agir sur l'offre. Donc sur les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour agir sur les entreprises ? C'est simple. Il ne faut plus leur prendre d'impôts. Donc les entreprises gagnent de mieux en mieux leur vie, et donc elles développent naturellement leurs affaires. Elles investissent et elles embauchent. Et donc vous faites repartir la croissance économique par l'offre et non plus par la demande. Enfin, la nouvelle économie classique, avec juste une nuance dont on parlera là aussi, parce que là on est vraiment dans la pensée économique du XXIe siècle. Donc on parle des anticipations rationnelles des agents. Alors ça veut dire, aujourd'hui, notre comportement, il est dicté aussi par l'expérience qu'on a eue du passé. Et donc on va anticiper, quand on voit par exemple que l'État, il va nous redistribuer plein de revenus en période électorale, pour relancer l'activité. Je vous dis en période électorale, je vais vous expliquer pourquoi je donne ce détail. Donc les Français, ils savent que c'est normal qu'en période électorale, on leur donne des revenus. Parce que le pouvoir en place espère que les Français vont voter pour lui. Donc c'est de bonne politique que de faire des cadeaux fiscaux et de redistribuer de nombreux revenus aux gens en période électorale. Mais ils savent aussi, ces Français, parce qu'ils ont déjà vécu l'expérience, que quand ça se produit, une fois les élections passées, les impôts augmentent. Donc on leur reprend de la main droite ce qu'on leur a donné de la main gauche. Et donc quand ils savent ça, quand on leur donne de l'argent, quand l'État leur donne de l'argent, ils anticipent l'augmentation des impôts. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne dépensent pas l'argent, ils le placent à la caisse d'épargne, en se disant de toute façon il va falloir que je le rende.
C'est ça une anticipation rationnelle. Et du coup, quand ils anticipent ça, les Français, ben, ils ne dépensent pas plus et ça ne relance pas l'activité économique. Donc les anticipations des agents viennent contrarier la politique économique et donc ça sert à démontrer que la politique économique de l'État n'a aucun rôle à jouer, est néfaste et qu'il ne faut surtout pas que l'État ait de politique économique. Donc on est bien dans la conclusion, on est bien sûr de la théorie libérale.